C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Bonjour, bonjour les amis, bonjour et merci d'être fidèles à ce rendez-vous que j'ai donné hier, un peu comme ça sur Twitter, et j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient relevé. Eh bien écoutez, c'est tant mieux. J'ai commencé bien sûr par un petit extrait de ce que Monsieur Macron nous a annoncé hier. Je n'étais pas surpris, je vais y revenir bien évidemment dans cette vidéo. Alors faites un peu à l'arrache, hein. Ne soyez pas surpris si le montage est un peu heurté, y compris les propos, vous serez, j'espère, très indulgents. Alors, je parle de Macron, je n'ai retenu sur son allocution que cette partie relative euh, à la dissolution de l'Assemblée nationale, sachant que je trouvais qu'elle exprime de façon très très concentrée l'imposture de ce monsieur qui est quand même un sacré voyou politique. On va y revenir, mais là, on en a une belle démonstration. Alors, je vous propose de commencer. Alors, j'ai séparé ça en plusieurs parties, bien sûr. Il y aura des informations juridiques, c'est-à-dire la dimension institutionnelle de ce qui vient d'être décidé et les conditions dans lesquelles elle a été décidée, et puis bien sûr des considérations aussi politiques s'agissant de l'imposteur qui est à l'Élysée. Cela s'impose à chaque fois. Donc, allons-y. Alors, un premier mensonge, enfin, il n'est pas expresse le mensonge, mais il donne l'impression, ou il veut donner l'impression que c'est face au résultat qu'il a décidé de prendre le chemin de la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, c'est une décision qui est parfaitement mûrie, qui s'enracine dans l'analyse qu'il a faite depuis maintenant plusieurs semaines. Il avait le résultat des sondages dont il faut noter que cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés, ou pas trop trompés en tout cas. Il y a des bonnes nouvelles hein, dans ces résultats, en particulier ceux qui arrivent aux philosophes catholiques amateurs de génocide, Monsieur Bellamy. Alors c'est probablement le baiser de la mort que lui a donné Meir Habib l'avant-veille du vote qui est probablement à l'origine de cette déconfiture. Non, je plaisante en disant ça, mais voilà, il y a ça, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Et puis bon, ensuite, je crois qu'il faut essayer de les aborder de façon objective. Donc, Emmanuel Macron avait préparé son coup depuis déjà un moment. Il s'est impliqué dans la campagne, mais par calcul. Il n'avait pas d'illusion sur le résultat que ça allait produire, et il l'a fait pour pouvoir dramatiser. Pour pouvoir dramatiser. Non, premier mensonge, non, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, organisée, et d'ailleurs, on va regarder dans ces détails pratiques pourquoi elle l'a été de façon évidente. Il y a un deuxième mensonge quand il dit que il fait ça dans l'intérêt du pays qu'il aime tant. Non, il n'aime pas ce pays. Il ne le connaît pas, ce pays ne l'intéresse pas, il a été mandaté par l'oligarchie pour le détruire. C'est aussi simple que ça. Son arrivée au pouvoir en 2017 avec un processus qui s'apparente à une révolution de couleur ou, pour ce qui me concerne, à une forme de coup d'État, était destiné à mettre à la tête de la France quelqu'un qui allait poursuivre le déclassement de ce pays. Alors, si on suit Emmanuel Macron, ben, on n'aura plus d'armes nucléaires, plus de siège à l'ONU, la souveraineté sera détruite, on n'aura plus
d'industrie, puisque le peu qui reste, il continue à la démanteler. L'État sera effondré dans ses fonctions régaliennes, justice, santé, enfin, je mets fonction régalienne dans la santé, mais non, c'est une fonction, un service public d'une importance colossale. La justice, n'en parlons pas. Enfin, tout ça, avec Emmanuel Macron, va continuer ou continuerait si on n'arrive pas à trouver une solution. C'est le mandat qu'il a. Il n'en a pas d'autre, c'est bien celui-là. Et à la grande joie de ceux qui l'ont mis à ce poste. Alors, donc, décision absolument pas improvisée. La preuve, et je crois que c'est de là qu'il faut partir. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'article 12 de la Constitution, qu'il invoque et qu'il applique en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale? Bien. Alors, vous l'avez à l'écran, vous pouvez le lire, mais je vais moi-même de mon côté le lire, ou le relire en tout cas, en mettant mes lunettes. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une concertation, une consultation des deux présidents de chambre. Alors, Mme Braun-Pivet, je ne sais même pas s'il s'est donné le mal de lui parler, avec Gérard Larcher, il fallait là, peut-être, probablement, mieux respecter les formes. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Alors l'Assemblée nationale se réunit, etc., c'est-à-dire avec les dates fixées, je vais y revenir, avec les dates qui ont été fixées, ce sera deuxième quinzaine de juillet, et il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Ça, c'est assez important. C'est une prérogative importante qu'on donne au chef de l'État, de renvoyer le pouvoir législatif devant les électeurs. C'est quelque chose de démocratique, on demande l'arbitrage du peuple, et bien sûr, il ne peut pas faire ça toutes les 5 minutes, hein, pour avoir une chambre qui lui convienne complètement, donc le délai est d'1 an. Alors, qu'est-ce qui a été décidé, puisque le délai pour la convocation des élections, c'est entre 20 et 40 jours. Il a pris le délai minimum. Il a pris le délai minimum qui fait qu'elles auront lieu. Premier tour 30 juin, c'est-à-dire dans 3 semaines. Deuxième tour 7 juillet. C'est extrêmement précipité et ça va avoir des conséquences. Des modalités pratiques extrêmement tendues, parce qu'il y a un code électoral qui organise les élections. On n'en fait pas tous les jours, on vient de faire des élections européennes, mais c'est une responsabilité matérielle très importante. Très importante, il y a déjà cet aspect des choses. Le code électoral prévoit, en ce qui concerne les candidatures, en ce qui concerne la campagne électorale, le code électoral prévoit un certain nombre de règles. Le Conseil constitutionnel a décidé que, en cas d'urgence, comme là, par exemple, des élections qui doivent se dérouler rapidement, ces règles sont adaptables. Tout ça sera déterminé et défini dans le décret de convocation, qui devrait arriver, je veux dire, au plus tard aujourd'hui, parce que sinon, le délai de 20 jours, on va être embêté. Hein, ça risque d'être au-delà de ce délai de 20 jours, c'est le délai minimum, et si on se retrouve avec un délai minimum qui n'est pas conforme à la Constitution, on va avoir des petits soucis. Alors, euh, ces modalités pratiques, elles vont poser des problèmes considérables. Il va falloir que les mairies s'organisent, il va falloir que les préfectures s'organisent, ce qui n'était pas prévu. Bon, on peut espérer que ce pauvre État a encore quelques ressources. Les candidats, quant à eux, vont devoir trouver des mandataires financiers, trouver des suppléants, préparer leur dossier de dépôt de candidature. Ce sera quand le dépôt de candidature? Normalement, c'est 15 jours avant.
Mais là, je dirais, est-ce qu'en une semaine, on a le temps de régler tous ces problèmes? Et il y a bien évidemment la question importante, je viens d'en parler, du mandataire financier, parce que aujourd'hui, la question du financement des campagnes, depuis la loi de 90, est une question extrêmement importante. Et le fait de ne pas les respecter expose, même si on a gagné très largement, expose à l'annulation et à l'inéligibilité. Donc, il va falloir que tout le monde soit sur le pont. Alors, bien évidemment, les petites formations qui n'ont pas des gros moyens vont être de ce fait, bien évidemment, écartées de la possibilité de présenter des candidats de façon significative. On peut saupoudrer, mais et encore, matériellement, je leur souhaite bien du courage. Donc, la communication en période électorale, la question de la clôture du scrutin, tout ça fait que ça va être très difficile. Je trouve qu'on galvaude un petit peu un événement fondamental, qui est celui de l'élection du pouvoir législatif dans une république de démocratie représentative comme la nôtre. Bien, donc ça témoigne déjà d'une désinvolture. Alors, on va me répondre, oui, mais le résultat des européennes, c'est terrifiant, la guerre est aux portes, en attendant probablement d'autres calamités qui vont nous tomber dessus, le réchauffement climatique, et on ne pouvait pas utiliser le délai de 40 jours parce que ça nous amenait dans les congés estivaux. Ah oui, c'est parfaitement exact. C'est donc que le choix de cette date de dissolution a été, et c'est ça qui nourrit ma conviction, a été calculé. C'est-à-dire que à l'objection c'est trop court, on répondra mais on peut pas utiliser les 40 jours. Ce qu'on aurait pu faire, c'est différer la dissolution. C'est différer la dissolution pour justement que les élections puissent avoir lieu, par exemple, au mois de septembre. Bien. Écoutez, c'est comme ça, il a pris cette décision, ce sont ses prérogatives, mais qu'on ne vienne pas nous dire à aucun moment qu'il a fait ça parce qu'il pense que c'est l'intérêt de la France. Pas du tout. Il pense tout simplement que c'est son intérêt à lui et que ça va lui permettre probablement de reprendre la main. Enfin, c'est ce qu'il pense. C'est pas sûr. Hein, on va en parler. Bon, tant bien que mal, ces élections vont se dérouler et il va y avoir un résultat. C'est-à-dire que la deuxième semaine de juillet, juste avant le 14, on va avoir un nouveau rapport de force politique législatif. On n'oublie pas que la précédente assemblée, celle qui vient d'être dissoute, eh bien, elle avait une particularité, c'est que le pouvoir d'Emmanuel Macron n'avait pas de majorité présidentielle et en revanche, qu'il n'y avait pas non plus d'opposition unie, mais il y avait des oppositions. Ce qui explique ce fonctionnement chaotique depuis maintenant, depuis maintenant 2 ans. Alors, oui, c'est ça, c'est deux. Hein, oui. Le temps passe pas assez vite quand cet homme est au pouvoir. Donc, cette situation, est-ce qu'elle peut se reproduire? Enfin, quelles sont les hypothèses qu'on peut envisager? Alors, la première observation qu'il faut faire, c'est revenir sur cette question du mode de scrutin. Le mode de scrutin en France, qui avait été mis en place par la Ve République, qui a été manipulé en 1986 par François Mitterrand pour réinstaurer un système proportionnel. Je ne vais pas rentrer dans le débat entre les qualités respectives des différents modes de scrutin, simplement revenir sur une caractéristique de celui que nous utilisons. C'est le scrutin uninominal à 2 tours. Uninominal, ça veut dire que c'est un candidat, ce n'est pas départemental et des partis qui déposent, et ensuite on répartit les sièges en fonction de leurs résultats, comme c'est le cas aux élections européennes. Non, là, il s'agit d'une personne. À 2 tours, parce que en France, il n'y a pas le système qu'on connaît, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est que c'est un système uninominal à un tour. Le premier arrivé gagne. Donc, il peut être élu avec peu de voix,
il peut être, si on fait des additions de ses adversaires, totalement minoritaire, mais il peut être élu. En France, c'est différent. C'est-à-dire que le premier tour permet de dégager des rapports de force et au deuxième, les électeurs peuvent décider de se reporter sur celui qui leur apparaît le mieux placé ou qui est le plus proche de leurs convictions. Donc, voilà. Ce système, alors je ne vais pas là non plus rentrer dans le calcul, hein, les étudiants en droit le connaissent bien dès lors qu'ils font de la sociologie politique, dans leur cours, c'est qu'il y a un effet accélérateur. Avec quelque chose comme 32-35% des voix au premier tour, on peut se retrouver avec une majorité pléthorique. C'est ce qui est arrivé, par exemple, en 1981. François Mitterrand est élu président de la République, il dissout l'Assemblée nationale, le PS fait 32, 33, je ne sais plus très bien, au premier tour, et est à la majorité à lui tout seul. Au deuxième, sans les communistes, qui avaient dû faire 15 ou 16% au premier tour, ce qui n'était pas rien. Donc, mais non, il y avait eu cet effet accélérateur et le PS avait la majorité. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible que le Front National, du fait de son pourcentage à l'occasion des européennes, puisse entrer dans cette dynamique mathématique et obtenir la majorité absolue à lui tout seul. Alors, c'est une question à laquelle il est aujourd'hui impossible de répondre parce qu'on ne connaît pas encore les alliances, on ne connaît pas encore les thèmes de campagne, comment vont se dessiner les rapports de force, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que ce sera tous contre le Rassemblement national. Il va y avoir un espèce de front républicain. Ça a tellement bien marché depuis 30 ou 40 ans qu'on va s'en servir à nouveau. Et c'est probablement ça le calcul d'Emmanuel Macron, d'obtenir un espèce de rassemblement. Et il l'a dit dans son allocution annonçant la dissolution, le danger de l'extrême droite. Les résultats sur l'ensemble de l'Europe montrent bien qu'il y a un virage à la droite, vers la droite identitaire, et par conséquent, on peut présenter ça comme un danger. Alors, voilà, on se rappelle du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, où Jean-Luc Mélenchon s'est précipité au soir du premier tour, qu'il voyait arriver troisième et donc disqualifié pour le, le deuxième, appelé immédiatement à voter pour Emmanuel Macron, faire barrage, faire barrage, faire barrage. Donc la tentation du castor va bien évidemment être totalement utilisée et c'est probablement un des calculs d'Emmanuel Macron, c'est finalement de reconstituer une majorité, de conserver suffisamment de députés, d'avoir le ralliement des socialistes qui sont bien retapés, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont eux qui nous ont imposé Emmanuel Macron en 2017. Il était le candidat du Parti socialiste, pas officiellement comme ça, hein. Ils avaient mis un candidat absolument nul, hein, mais bien évidemment, tous les caciques, tous les éléphants du PS le soutenaient. Puis il était issu de cette mouvance-là. Il avait été secrétaire général adjoint à l'Élysée de François Hollande et ensuite ministre de l'économie. Donc, reconstituer une majorité prétendument de centre-gauche, y amalgamer un peu de droite, les écologistes viendraient sans difficulté, et même, bien évidemment, au nom de la lutte contre l'horrible nazisme aux portes, Fabien Roussel rappliquerait. Or, les communistes, ils ont encore pas mal de députés. Faut pas oublier ça, hein. Donc, l'idée, elle peut être effectivement celle-ci. Donc, réussir à constituer une majorité et pouvoir continuer son mandat et continuer le travail qui lui a été assigné par les grands intérêts. On a une autre hypothèse. On a une autre hypothèse qui serait celle d'une chambre qui serait à nouveau hétéroclite comme aujourd'hui et difficilement gouvernable de façon mécanique. Ce serait plus une chambre Godillot comme elle l'a été, ça voudrait dire 49-3, ça voudrait dire je fais passer par des manipulations du débat démocratique aux assemblées les textes que je veux, parce que j'ai un agenda social qui est assez terrible. Et puis hop, comme il y aura des mouvements dans la rue, eh bien là, on a l'appareil
policier qui est prêt, M. Darmanin tapera sur le premier qui bouge. Je pense que tous ceux qui ont voulu combattre, par exemple, la loi sur les retraites, mais auparavant les Gilets jaunes, savent ce que cela veut dire. Donc, il y a peut-être de la part d'Emmanuel Macron la volonté ou l'envie de se reconstituer une majorité qui lui permettrait de poursuivre. Ce ne serait pas extraordinaire, mais bon. Ensuite, une chambre qui serait difficilement gouvernable, mais lui, il n'est pas renouvelable en 2027, donc il continuera à faire ce qu'il fait, les commémorations, comment dire, les rodomontades guerrières, le spectacle, la communication quotidienne, tout ça, il pourra continuer, assouvir son narcissisme pathologique, oui, ça, il pourrait, même avec une majorité enfin, une Assemblée nationale qui serait un peu dans le genre de celle d'aujourd'hui. Alors, d'aujourd'hui, enfin, qui a été dissoute hier. Alors, autre chose, c'est la possibilité que le Rassemblement national, avec peut-être quelques alliances, avec quelques dissidents LR, avec si Reconquête pouvait avoir quelques députés, arriverait peut-être à bricoler une majorité qui serait immédiatement qualifiée d'extrême droite. Alors là, ce serait une situation qui serait assez intéressante et moi, dont je considère qu'elle constitue un piège pour le Rassemblement national. Là, je ne parle pas du tout de ce que je souhaite. Hein. J'essaye d'être objectif. Parce que, et là, on va revenir aux questions institutionnelles. Euh, D'abord, premièrement, si le Rassemblement national a la majorité absolue, il doit donc être, en tant que majorité, chargé de former le nouveau gouvernement, c'est-à-dire que le président de la République doit nommer un Premier ministre qui ensuite lui proposera le nom des ministres. Donc, euh, qui choisir? Bardella ou Marine Le Pen? Pas être facile. Pas être facile, parce que pas être facile pour le RN, hein. Ça, Macron, il va faire la proposition qui sera la plus pourrie pour le RN. Ça, on peut lui faire tout à fait confiance. Il va jouer sur les rivalités, il va jouer sur les ambitions. En politique, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, admettons que Marine Le Pen dise, moi, je me réserve pour la présidentielle, et par conséquent, c'est Bardella qui devient Premier ministre. Alors ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais je parle de Bardella, c'est-à-dire configuration un petit peu celle de 1993, quand la droite gagne les élections législatives et que François Mitterrand n'a plus que 2 ans de mandat à accomplir. Alors, Balladur sera nommé, il en profitera pour être candidat contre son ami de 30 ans, Jacques Chirac, mais c'est Jacques Chirac qui l'emportera parce que le poste de Premier ministre, et c'est tout le problème, est très exposé. Très exposé, et les cohabitations, on en a eu 3. On a eu celle de 86, échec total de Jacques Chirac aux présidentielles suivantes. On a eu 93, échec de Balladur aux présidentielles suivantes. Et on a eu Lionel Jospin, défaite sanglante de 2002, après 5 ans d'exercice du poste de Premier ministre. Alors, donc, c'est un poste qui n'est pas évident. Et il le sera d'autant moins que le Premier ministre Rassemblement national va se retrouver dans une sacrée tenaille que je crois il faut un petit peu décrire. Bien, le Premier ministre, il a des pouvoirs assez importants en France, il ne faut pas se tromper. Le président de la République en a beaucoup, enfin beaucoup. Ils sont d'une certaine nature. Et en particulier, il est souvent à l'initiative. Et en particulier, je me répète, le pouvoir d'initiative comme ça, qui fait que faut pas croire que le Premier ministre, dans le système français, n'a aucun pouvoir. C'est la dérive des institutions qui fait que, avec l'alignement des mandats, euh,
les chambres qui sont élues, la Chambre, puis l'Assemblée nationale qui est élue au suffrage universel direct, est considérée comme la boîte à outils pour la mise en œuvre du programme du président. Dès lors qu'il y a discordance entre l'orientation politique du président et l'orientation politique du Premier ministre, les choses sont un petit peu différentes. Et on l'a vu avec les 5 ans de mandat de Lionel Jospin, le Premier ministre a pas mal de pouvoir. C'est ce que veut la Constitution, hein, détermine et conduit la politique de la nation. Alors, en cas de cohabitation, ça se manifeste de façon assez nette. Euh, le problème, c'est que le Premier ministre RN serait dans une sacrée tenaille. Parce qu'il aura un président qui passera son temps à lui mettre des pots de banane et qui passera son temps à utiliser ses propres pouvoirs. Je pense par exemple diplomatie, je pense par exemple défense, et je vais y revenir. Et le Premier ministre, lui, il est sous la surveillance, il a le pouvoir d'initiative législatif, il pourra déposer les textes qu'il veut, mais il sera sous surveillance de M. Laurent Fabius et de M. Alain Juppé. Ce sera le Conseil constitutionnel, je l'ai dit 10 fois, 20 fois, je l'ai écrit, je radote, je sais, ça doit être l'âge, mais c'est peut-être aussi la conviction. Eh bien, le véritable législateur dans notre pays, c'est le Conseil constitutionnel, qui trouvera bien dans son bloc de constitutionnalité qu'il a soigneusement mis en place et puis qu'il est prêt à élargir, qui trouvera bien le moyen de stopper les velléités législatives du Rassemblement national sur les questions qui fâchent. Alors, on va me dire, mais attention, Constitution de 58, les pouvoirs réglementaires du gouvernement sont importants. Ils sont assez importants. Par décret, il peut réaliser beaucoup de choses. Ah oui, mais il le fait sous le contrôle du Conseil d'État. Techniquement, le Conseil constitutionnel, il y a les politiques, mais ceux qui font le boulot technique, ce sont les conseillers d'État qui sont là, détachés à cet endroit, hein, et l'instance qui contrôle l'activité réglementaire du gouvernement, c'est le Conseil d'État, les mêmes. C'est très bien ce qui va en être. Donc une tenaille qui fera qu'ils seront totalement bordés, comme Gulliver, hein, avec des fils partout, sans oublier la justice ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quelques dossiers qui sont en train de dormir, mais d'un sommeil très léger. Il y a l'utilisation de la justice à des fins politiques. Coucou mon livre, hein, j'y reviens, qui est toujours très tentante. Donc je pense que j'ai tendance à considérer que si le RN arrivait au pouvoir en ayant la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il serait corseté et ce serait quelque chose de très difficile. Autre chose, par exemple, sur les questions de l'immigration ou d'autres questions qui sont très sensibles dans l'électorat du Rassemblement national, qui sont, je le rappelle, les couches populaires, essentiellement. Le problème, c'est que on peut s'imaginer prendre des initiatives référendaires. On contourne à ce moment-là les pouvoirs à la fois du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, et on demande directement au peuple de se prononcer. Alors on imagine si Marine Le Pen était présidente de la République, elle prendrait l'initiative d'un référendum sur des questions d'immigration, par exemple. Elle ferait un score de 60 à 65% de oui à sa proposition. Je pense ce qu'elle serait. Après, politiquement, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile qu'elle n'ait pas les marges de manœuvre nécessaires. Et ça, c'est assez important. Or, qui, dans cette période de cohabitation, a le pouvoir d'initiative référendaire? Le président de la République. Donc, c'est ça qui fait que la situation d'une cohabitation serait probablement, véritablement un piège. Et le piège, il pourrait être encore plus refermé, cette fois-ci sur le RN, mais surtout sur la France. C'est que, et je crois qu'il il faut l'imaginer, parce que Emmanuel Macron ose tout.
À mon avis, il n'a aucun scrupule. Et à cette hypothèse, il y a déjà pensé. Rappelons-nous qu'il nous a dit que c'était une mauvaise idée, Sarkozy qui avait voulu s'aligner sur l'Amérique, qu'il était opposé au fait qu'il puisse y avoir une limitation à 2 mandats. Alors, je crois qu'on va lire ce que dit l'article de la Constitution relatif à la durée et la succession des mandats présidentiels. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique, ce n'est pas notre sujet. Donc, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais juste au-dessus, il y a bien indiqué la durée du mandat est de 5 ans. Alors, les, les, les constitutionnalistes, les juristes, dont je suis d'ailleurs, hein, passent leur temps à réfléchir et à spéculer sur l'application de cet article. Alors, la première chose que l'on discute, c'est le fait de savoir si on peut faire 2 mandats, laisser quelqu'un d'autre en faire un et revenir après, et en faire un troisième, parce qu'il y a eu un trou entre les deux. Alors, bon, c'est très discuté, on ne sait pas trop qu'est-ce que le terme consécutif. Bon, ce sera assez difficile. Bon, pour l'instant, on débat un peu du sexe des anges, ça n'est pas notre problème. En revanche, que se passe-t-il si, par exemple, et je dis ça au hasard, bien sûr, Emmanuel Macron pardon, continue à dramatiser tout, continue ses rodomontades et ses déclarations de guerre à la Russie, peut aussi déclarer la guerre à la Chine tant qu'il y est, utilise ses prérogatives diplomatiques pour aggraver la situation de la France et la situation en Europe. Il l'a fait jusqu'à présent. Il l'a fait jusqu'à présent. On s'inquiète beaucoup d'une escalade, des risques de guerre mondiale. Ça n'est pas tout à fait ma conviction et nous allons faire avec mes amis une vidéo à ce sujet, mais je comprends qu'on ait des inquiétudes et il peut tout à fait faire monter la tension. Et puis il y a la tension intérieure. La tension intérieure, c'est très facile. C'est très facile de laisser les choses se dégrader et même quelque part de l'organiser. Et à ce moment-là, blocage institutionnel entre le Premier ministre et le président de la République, ou simplement nécessité de quelque chose d'important et de fort, et on a à l'Élysée la clé de voûte des institutions de notre pays, eh bien, que fait Emmanuel Macron? Il démissionne et il se représente. Alors, est-ce qu'il pourra être un nouveau candidat? Moi, ma réponse juridique est oui. Ma réponse juridique est oui. Le texte de la Constitution ne l'empêche pas. Là, si, par exemple, à la fin de l'année 2024, il démissionnait, il aurait accompli la moitié de son deuxième mandat, donc il n'aurait pas accompli son mandat. Et à mon avis, il serait éligible. Alors on va nous dire, oui, mais attention, incompatibilité parce qu'il est membre du Conseil constitutionnel, ça ne tient pas. C'est-à-dire que la liberté de se présenter à l'élection suprême ne doit pas céder le pas à un problème technique d'incompatibilité. Enfin voilà, ça ce sont mes opinions sur des questions juridiques, mais je pose maintenant la question politique. Est-ce qu'une telle hypothèse est complètement à écarter? Et l'hypothèse politique, c'est que Macron se réserve cette possibilité. Donc, ces marges de manœuvre, après sa défaite, mais sanglante, à l'élection européenne, la démonstration que le pays le rejette, cette dissolution ne peut être autre chose que la volonté de reprendre l'initiative, de se réaménager des marges de manœuvre et de se maintenir au pouvoir. Parce que si ce n'est pas le cas, s'il prend le risque d'avoir une chambre entre guillemets ingouvernable, elle serait gouvernable, mais celle qu'on a depuis 2 ans montre bien que c'est compliqué, et ou bien une cohabitation où il inaugurerait les chrysanthèmes, c'est impossible qu'il accepte. Il les inaugurerait d'autant plus
qu'il n'est pas renouvelable. Donc, il va tout faire pour reprendre le pouvoir et il ne faut pas écarter l'hypothèse selon laquelle une manipulation dans une période de crise, dans un moment difficile, hein, rappelons-nous les émeutes de l'année dernière qui ont duré 3 semaines. Je veux dire, on peut se retrouver avec quelque chose de cette nature, une opération. Cet homme qui n'a eu aucune carrière politique antérieure, dont le rapport à la France est uniquement un rapport utilitaire, est à mon avis prêt à tout. Il est prêt à tout. La façon dont il a traité les institutions depuis qu'il a été élu une première fois, la façon dont il les brutalise, montre bien que pour lui, elles ne sont que un obstacle à l'exercice du pouvoir tel qu'il le souhaite. Je ne dis pas que c'est un dictateur, c'est pas ça, mais il a une tendance, une pente naturelle vers tout ce qui est liberticide. Il a une passion du pouvoir personnel et une passion de sa propre personne qui fait que c'est quelque chose de dangereux pour notre pays. Voilà, c'était les explications, enfin les éclairages que je souhaitais fournir. Comme d'habitude, j'ai été trop long, mais ça me semblait important de revenir sur certains aspects des conséquences de la décision prise hier soir, enfin annoncée hier soir, prise par Emmanuel Macron. Merci de votre attention et à bientôt.